Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bang bang, bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale du podcast Cardano français. Alors pour cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Maciek Sepnik sur le Bitcoin et Cardano. Et c'était l'occasion pour moi d'être un bon critique du Bitcoin, pas comme ce qu'on voit dans les reportages sur France 2, Canal+, ou RDI. Nous avons pu parler de vrais sujets comme la performance, le proof of work, le proof of stake, la gouvernance et bien d'autres sujets. Ça va être la première d'une longue série de discussions entre le Bitcoin et Cardano. J'aimerais bâtir une rivalité comme Mohamed Ali contre Joe Fraser, Tone Vays contre Roger Ver et Charles Hoskinson contre Dan Larimer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager l'émission avec vos proches. Donc sans plus tarder, voici la première partie de ce débat Proof of Work versus Proof of Stake, Bitcoin versus Cardano, Maximalist contre Ambassadeur. C'est parti. Bonsoir Maciek, comment vas-tu? Ça va bien, Quentin, et toi? Ça va très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors Maciek, tu es directeur marketing et des ventes chez Verify. Verify, qu'est-ce que c'est comme compagnie? Oui, donc Verify, c'est une compagnie basée à Montréal qui est concentrée sur la consultation de Bitcoin et le développement de solutions pour entreprises et investisseurs. Nos activités principales se concentrent vraiment sur la sécurisation des actifs Bitcoin d'une façon vraiment souveraine et vraiment poussée au niveau de la sécurité. Mais on fait également de la recherche protocolaire, de la recherche de sécurité en général, donc service de recherche Bitcoin et tout ce qui est problématique pour quelqu'un pour commencer à utiliser Bitcoin, si c'est une compagnie par exemple qui veut intégrer des paiements Bitcoin dans son entreprise, que ce soit en ligne ou physique, on s'occupe de vraiment tout ce qui est technique au niveau du Bitcoin. Et on est également actif dans la communauté de Montréal. On organise des événements assez régulièrement. Il y a une grosse communauté à Montréal, donc on essaie d'exploiter ce potentiel-là de Montréal pour rayonner sur la scène internationale. Et c'est ça qu'on fait en général et c'est ça. OK. Et ton background académique est en finance, c'est ça que je comprends? Oui, donc mon background est à Concordia, GMSB, en finance. Donc c'est plus vraiment ce que je fais, ce que j'ai appris à l'école. Alors, pour le débat de ce soir, dans le fond, on va parler du protocole, la différence entre le protocole Proof of Work, Proof of Stake. On parlera aussi de la performance, scalability entre justement les deux crypto-monnaies, le Bitcoin et le Cardano. On parlera également de la gouvernance, en tout cas, plein de sujets de discussion et on va essayer de tous les aborder ce soir. Oui. Alors, je commence avec une première question. Pourquoi le protocole Proof of Stake n'est pas vraiment populaire dans la communauté des blockchains Proof of Work et dans la communauté du Bitcoin? Oui, c'est une question vraiment complexe, Quentin, mais je vais essayer de démystifier le plus possible pourquoi. Un peu, c'est le nom le dit un peu. Donc, quand on dit Proof of Work, on sous-entend qu'il y a une espèce de charge de travail qui a été réalisée afin de réaliser une preuve. Donc, c'était ça un peu l'innovation dans le Bitcoin lorsqu'il a débuté. C'est vraiment pour la première fois
on était en mesure de créer un système où spam le réseau devenait coûteux pour l'attaquant. Et comment on s'est assuré que ce genre d'attaque-là allait pas arriver? C'est en rattachant un certain montant d'énergie pour réaliser n'importe quelle réalisation dans le network. Et ça s'est manifesté sous la forme de mining. Donc, c'est un processus vraiment organique, puisque la difficulté s'ajuste au fur et à mesure que le réseau évolue. Donc, plus il y a de participants, plus c'est difficile pour un mineur particulier de trouver le bloc valide qui lui permet de prendre sa récompense. Donc, c'est quelque chose qui évolue de façon naturelle parce qu'il n'y a pas d'entité centrale qui va définir combien la difficulté, de combien de mineurs doivent se rattacher au réseau, de la façon qui se forme, les pools qui forment. C'est un système vraiment libre dans lequel tout le monde peut participer à un certain degré. Donc, la raison pour laquelle, justement, les Bitcoiners, par exemple, préfèrent le Proof of Work, c'est également du fait que dans le Proof of Stake, ce qui va dépendre aussi, la voie de ton consensus pour fermer des blocs, ça va être le nombre de jetons qu'une personne a en sa possession. Et ça peut mener, par exemple, vu que la plupart, en fait, des Proof of Stake coins ont été partis avec un ICO parce que ce serait impossible de commencer le projet sans funding initial qui donne une valuation à ces jetons-là. Donc, dans tous les Proof of Stake tokens, il y a un ICO qui est inclus. Et là, on peut se questionner sur, est-ce que les ICO, c'était quelque chose qui était fait de façon fair, qui était fait de façon qui correspondait vraiment au désir du marché, ça reste à questionner. Alors que je dirais que le Proof of Work, c'est quelque chose de plus naturel, selon moi. Je peux comprendre l'argument que tu donnes. Le Proof of Stake de la version Cardano est un Proof of Stake qui fait en sorte que, effectivement, quand tu as les tokens que tu vas staker, tu vas pouvoir être élu de manière aléatoire, dans le fond. Et l'élection que tu vas avoir va dépendre justement par rapport au nombre de tokens que tu vas avoir, de coins que tu vas avoir. L'importance pour eux n'est pas de mettre beaucoup d'énergie sur la sélection de l'individu, mais c'est de s'assurer que le bloc que tu vas valider est un bloc qui est correct. Donc, pas une contradiction, mais c'est une manière de penser qui est différente. Dans le protocole Proof of Work, bien, effectivement, c'est la preuve de travail qui va faire en sorte qu'il y a une grosse consommation d'énergie qui va être mise en garantie. Tandis que dans le protocole Proof of Stake de Cardano, c'est que les règles du jeu pour valider le bloc vont être faites de manière à ce que si jamais tu essaies de hacker le système, de ne pas valider le bloc de la bonne manière, à ce moment-là, tu risques d'avoir des pénalités. Tu vas avoir des pénalités, dans le fond. Fait que... il y a une petite différence également au niveau du mining, c'est que au niveau du Proof of Work, c'est que tu avais une entreprise de mining, donc tu connais la consommation d'énergie que ça génère, et tu connais également le coût de l'équipement que tu dois avoir. Oui. Et ça, est-ce que ce n'est pas un désavantage justement par rapport au Proof of Work versus le Proof of Stake? Certains peuvent le voir comme un problème, mais moi, au contraire, je le vois comme une assurance que le Bitcoin va continuer à être vraiment sécure. Donc, on a assisté durant les derniers mois à vraiment une escalade du taux de hash rate sur le réseau Bitcoin. Je pense que depuis le all-time high de 2017, même si on est à peu près revenu à la même range de prix, le hash rate a explosé de façon exponentielle. Donc, le fait que
ça soit quelque chose de tellement rare, le Bitcoin, à cause d'une de ses règles protocolaires qui est d'avoir seulement 21 millions de Bitcoin. Le coût associé au mining en vaut la chandelle. Est-ce que ça veut dire que le mining de Bitcoin va devenir vraiment centralisé et avec des compagnies qui vont contrôler la majorité du réseau? C'est une possibilité, mais c'est pas tant grave parce que en fait, tantôt tu as dit que c'est pas les miners qui confirment la validité d'un bloc, c'est les nodes qui confirment que chaque transaction sont valides et qui respectent les règles du protocole. Tout ce que les miners font, c'est vraiment comme apposer le sceau de validité du bloc en question, mais pas celle des transactions. Et à cause de ça, vu qu'il n'y a pas de... La seule tâche du miner, c'est vraiment juste de miner, de faire des rendements cryptographiques. Le fait que c'est un processus qui devient de plus en plus coûteux, au contraire, moi, je pense que c'est un bon signe pour le Bitcoin. C'est-à-dire que tous les espèces de compagnies qui vont commencer à se former partout autour de la planète, essayer de créer des ASIC de plus en plus efficients, qui consomment le moins d'électricité possible, c'est une chose positive pour le Bitcoin et pour sa sécurité en général. Oui, mais sauf que moi par rapport à ça, par rapport au fait que le hash rate du Bitcoin est plus élevé que les autres crypto-monnaies, pour moi c'est juste parce que le Bitcoin a le first mover advantage qui fait en sorte qu'il est là depuis 10 ans et que justement il a encore une grosse dominance par rapport aux autres cryptos. Maintenant, par rapport au fait que justement l'équipement pour miner est est plus cher que dans le cas du protocole Proof of Stake de Cardano, pour moi ça fait en sorte que justement c'est plus coûteux à miner et justement si ton équipement est moins cher, à ce moment-là tu vas avoir un réseau qui est plus sécure parce que tu auras beaucoup plus de mineurs qu'au niveau du Bitcoin où justement c'était les grosses compagnies, c'est eux qui ont, comme les Bitfarms ici au Canada, Bitmain et tout ça, c'est sûr que eux, le Bitcoin devient plus centralisé parce que eux ont un plus gros pouvoir d'acheter de l'équipement et de miner le Bitcoin finalement. Oui, mais ça peut avoir l'air moins cher, mais pour valider vos Bitcoins, vous n'avez pas besoin de mineurs. Donc, tout ce que vous avez besoin pour vos besoins personnels de Bitcoin, c'est pas d'avoir une mine, c'est d'avoir un nœud. Et un nœud, justement, ça repose sur le fait de run Bitcoin Core, qui est le software principal de Bitcoin, qui permet vraiment d'être un user du Bitcoin, un usager pur et dur. Donc, les coûts associés à l'utilisation du Bitcoin pour les usagers sont externes par rapport à la nature de leur coin en question. Moi, ce que je trouve qu'il y a un problème dans Proof of Stake, c'est qu'on camoufle le coût de run ce genre de réseau-là à travers l'inflation qui se crée dans le Proof of Stake. Parce que la façon que les blocs users sont récompensés, c'est sous forme de nouveaux coins qui sont émis pour ceux qui stake. Mais à force de créer ces nouveaux coins-là pour toujours satisfaire le fait qu'il y a du monde qui participe à ce réseau-là, même si on a l'impression que c'est moins cher parce qu'on n'a pas besoin de grosses opérations de mining, c'est parce que la valeur monétaire du coin en question se dilue à travers le temps. Donc, je pense qu'on revient un peu au même problème qu'au fiat, justement parce que la nouvelle apport de tokens qui arrive dans le marché va toujours désavantager le usager à long terme. Donc, selon moi, le coût en tant que tel de run Bitcoin en vaut la chandelle, selon moi. Pour le protocole Proof of Stake de Cardano, ce sont les frais de transaction qui récompensent les mineurs. Donc, même au niveau de Bitcoin, il y a les frais de transaction et puis il y a justement les nouveaux coins qui sont émis jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable d'émettre de nouveaux Bitcoins. Mais est-ce que tu sais c'est quoi le pourcentage des frais de transaction qui sont payés par
les frais de transaction ou il y a quand même un issuance dans le bloc pour Cardano? Il faudrait que je valide de mon côté. Mhm. Mais non, je ne connais pas la réponse de ce côté-là. Du côté du Bitcoin, c'est quoi? Euh, pour l'instant, Bitcoin, c'est vraiment concentré. La majorité des frais, c'est encore le bloc subsidié. Mhm, Donc, 12,5 Bitcoin encore à tous les 10 minutes. mhm, mhm. Donc, par bloc, je dirais que des fois, les frais de transaction arrivent à monter peut-être à une fraction de Bitcoin. Donc, c'est vraiment dans les bas pourcentages encore. C'est encore le protocole qui subvient à la récompense principale pour les mineurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'aurais de la misère à croire que les frais de Cardano sont entièrement payés par les frais de transaction parce que c'est difficile ça serait difficile à lancer et automatiquement, le monde devrait automatiquement commencer à utiliser Cardano à grande échelle pour que ça soit soutenable, selon moi. Mais bon. C'est bon, effectivement, c'est un bon argument et c'est quelque chose que je devrais vérifier de mon côté.